16h, bonjour à tous. Merci de votre attention. Tout de suite, les titres à la une de l'actualité. Le chef du gouvernement, Robert Begré-Mombé, a eu une rencontre hier samedi à Songon avec les populations de cette commune. Toujours à l'écoute des populations, le Premier ministre a répondu à l'invitation des riverains du quartier Nsikan, fort d'une dizaine de syndicats. Une rencontre d'échange rythmée de doléances. Le point de cette rencontre assure dans ce journal. Le deuxième commissariat de police de Korogo a été inauguré hier samedi 20 juillet 2024 par le ministre de l'Intérieur de la Sécurité, le général de corps d'armée Vagondo Diomandé. À ses côtés, le ministre directeur de cabinet du chef de l'État Fidel Sarasoro et le ministre des Mines et du Pétrole de l'Énergie Mamadou Coulibaly Sangafoua. On en parle également dans cette édition. Aux États-Unis, lors du premier meeting de campagne qu'il a animé hier samedi depuis qu'il a été victime d'une tentative d'assassinat, Donald Trump promet un raz-de-marée républicain à la prochaine présidentielle. Les candidats à la présidence Donald Trump et à la vice-présidence J.D. Vance étaient hier samedi sur scène ensemble dans le Michigan pour leur premier meeting depuis la convention républicaine. Voilà pour l'essentiel. Oui, bonjour à tous et merci de nous suivre. Passer la joie incommensurable du succès de son enfant à un examen scolaire, on est parfois vite rattrapé par l'inquiétude de son orientation en classe ou en cycle supérieur. La destination, le lieu, l'école qui devra accueillir le nouvel élu, entre guillemets, pour la bonne conduite de cette étape et dans la volonté d'accompagner les parents d'élèves dans cette étape primordiale pour le succès de leurs enfants. Eh bien, le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation a mis en place un mécanisme, l'opération d'affectation d'orientation en ligne pour les élèves en classe de 6e de seconde A et C. Comment évolue le processus pour les classes de 6e depuis son lancement samedi dernier? Quelles inquiétudes manifestées par les parents d'élèves? Quel recours pour faire face à ces inquiétudes? Quelle action ou questions en suspens? On en parle ce 13h avec le directeur par intérim de l'orientation et des bourses qui nous a rejoint sur ce plateau, Monsieur Koneye Nataban. Bonjour Monsieur le directeur et merci d'être avec nous. Bonjour, M. Guivet. Bienvenue sur ce plateau. Cet entretien aura lieu dans une demi-heure. Mais avant, regardons ensemble le contenu de ces échanges qui, nous l'annoncions, ont réuni à Songon le chef du gouvernement, Robert Begré-Mombé, et les populations de cette commune. Toujours à l'écoute des populations, le chef du gouvernement répondait à l'invitation des riverains du quartier Nsikan, à fort d'une dizaine de syndics, une rencontre d'échange rythmée de doléances. C'est ce que nous rapporte Abdoulaye Koné. Il a troqué le costume ce samedi contre une tenue traditionnelle. Tel un chef de communauté, le Premier ministre a répondu à l'appel pressant des femmes de Songon. Les 13 cités de la commune se sont réunies à la place Nsikan. Si elles ont manifesté leur soutien au chef du gouvernement, elles ont surtout déroulé un chapelet de doléances. L'adduction en eau potable n'est pas faite. Ce qui voudra dire que si aujourd'hui l'État met en marche le château d'eau, ces cités n'en auront pas. L'insécurité dans les cités, car il y a de vols dans les domiciles. Toutes les cités ont besoin des camions, 2 camions de vidange, 2 citernes de vidange pour pouvoir vider nos fosses septiques qui vivent avec nous. À défaut de traitement des eaux usées, toutes les cités de Kassamblé ont besoin d'un marché. Toutes les cités de Kassamblé ont besoin de lieux de culte. Les cités ont des litiges fonciers, à savoir cité bienveillance et cité Guy-Debris. Nous sommes convaincus d'avoir frappé à la bonne porte, car vous avez un cœur en or. Papa Mambé, ayez un regard sur nos cités, car nous sommes décidés à vous soutenir à tout temps. Face à l'appel des femmes à se pencher sur leurs conditions de vie, leurs problèmes d'adduction en eau potable et le manque de sécurité dans leur environnement, le Premier ministre a tenu avant tout à remercier le chef de l'État pour ses grandes actions de développement partout en Côte d'Ivoire. Je dois vous dire que nous avons la chance d'avoir un très grand président. Il a au moins 3 objectifs. Le premier objectif, défendre l'honneur de la Côte d'Ivoire. Le deuxième objectif, aider les plus vulnérables, c'est-à-dire ceux qui sont les plus fragiles. C'est-à-dire, quand on mène une action, il faut que les plus fragiles se sentent protégés. Et puis, troisième action, faire en sorte que tout ce que nous faisons se rapproche
de ce que Dieu veut que nous fassions pour les autres. Voici comment il fonctionne. Donc, quand on l'observe et qu'on a bien compris ce qu'il veut faire pour la Côte d'Ivoire, mais je vous assure qu'on n'a pas le temps de jouer avec la Côte d'Ivoire. Tout ça pour vous dire que j'ai la liste de vos préoccupations. Il faut continuer de prier pour que quand je dis, bon, chef, à Songo là-bas, voilà, est-ce qu'on peut me donner un peu d'argent pour aller faire ça? Priez, on m'a donné. Robert Begré-Mambé, s'appuyant ensuite sur des promesses de développement du président Alassane Ouattara, a aussi fait de bonnes annonces aux femmes de Songon. J'ai vu mes parents qui sont chefs de village ici, et il y a déjà un village qui nous a montré un endroit où on peut construire le commissariat, c'est sur l'autoroute, à côté de l'autoroute. Donc s'il y a un problème, rapidement, on est ici. On va avoir un commissariat. On aura un grand CHR ici qui plus tard va se transformer en CHU. On va construire une école d'ingénieurs ici à Songon. Je ne vais pas tout dire aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, je suis venu vous écouter. Vous m'avez remis un document. Je vais exploiter ce document pour vous apporter les meilleures solutions. Avant de prendre congé de ses hôtes, le Premier ministre Robert Begré-Mambé a annoncé l'ouverture prochaine d'une école primaire sur le site de la place Nzikan, une place qui a abrité la cérémonie de ce jour. Il a aussi offert 10 millions de francs CFA aux femmes pour les inciter à mener des activités génératrices de revenus. Voilà, le chef du gouvernement Robert Begré-Mambé face aux populations de Songon. Les attentes des populations en matière de développement, on le sait, sont nombreuses. Dans la région du Tchologo, dans le nord du pays, le président du conseil régional, Teni Birahima Ouattara, a présidé la 3e réunion ordinaire de ce conseil, après avoir été examiné le programme triennal 2025-2027 qui concerne 43 actions de développement à l'endroit des populations de la région, a été adopté. Kader Sogodoko. Salle de mariage à Alassane Ouattara de la mairie de Ouangolodougou, la ville aux deux frontières. Cadre choisi pour la tenue de la 3e réunion ordinaire du conseil régional du Tchologo au titre de l'année 2024. Les travaux sont dirigés par le ministre d'État, Teni Birahima Ouattara, président du dit conseil. Cette activité est dominée par l'examen et l'adoption du programme triennal 2025-2027 qui concerne 43 actions de développement acquises et en cours de réalisation, mais aussi celles en perspective dans la région. Les routes, les écoles, les centres de santé, l'adduction en eau potable, l'emploi des jeunes et l'autonomisation des femmes, ainsi que l'assistance aux personnes vulnérables figurent en bonne ligne. Des acquis qui réjouissent l'ensemble des populations. Il a essayé de rapprocher les hôpitaux vers la population parce qu'avant, quand une femme veut accoucher, souvent même, on prend la femme sur la moto. D'ici la femme va arriver ici, la femme peut perdre la vie. Vraiment, ça nous touche beaucoup. Nous avions eu beaucoup de villages qui ont été associés et servis en eau potable. Nous disons merci vraiment au conseil régional et à toute son équipe. Pour le président du conseil régional du Tchologo, rien n'arrêtera la marche de la région vers son développement. C'est une panoplie donc d'actions que nous devons mener envers les populations qui nous ont fait confiance, qui nous ont élus. Et ceci est important pour nous. Nous sommes à la disposition des populations et c'est ce que nous ferons. Nous allons continuer dans cette voie pour faire en sorte que le Tchologo se sente mieux. C'est là notre combat, c'est là notre engagement. Autre fait marquant, la remise symbolique de permis de conduire aux jeunes artisans et transporteurs de Ouangolodougou par le président du conseil régional. Cette rencontre élargie au public a vu la présence de l'ensemble du corps préfectoral et plusieurs personnalités, au nombre desquelles le ministre Adama Diawara et le maire de Gbelegbang, Sita Ouattara. Et autre vérité connue de tous, aucun développement n'est envisageable sans la mise en place d'un dispositif sécuritaire adéquat et renforcé. La ville de Korogo est désormais dotée d'un 2e commissariat situé au quartier Cocody de Korogo. Il a été inauguré hier samedi par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général de corps d'armée Vagando Diomandé, qui avait à ses côtés le ministre directeur de cabinet du chef de l'État, Fidel Sarasoro, et le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Mamadou Sangafoua Koulibaly. Le récit d'Ami Sissoko. Ce commissariat flambant neuf est le 2e de Korogo dans le Poro au nord du pays.
La mise en service a été effectuée par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général Wagondo Diomandé. Avec lui, le ministre directeur de cabinet du chef de l'État, Fidel Sarasoro, et le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Mamadou Sangafoua Koulibaly. Ce deuxième arrondissement est une bouffée d'oxygène pour la population. La ville a été tellement agrandie que nous avions besoin de ce commissariat. Et même, nous avons besoin encore deux autres commissariats pour la ville de Korogo. Avec le seul commissariat que la ville avait, n'arrangeait pas la population, surtout nous qui sommes un peu à l'écart de la ville. Avec ce commissariat, on aura au moins un peu de calme dans les différents quartiers. Le député maire de Korogo, Lassina Ouattara, lui également ne cache pas sa joie. Aucun développement ne peut se faire sans la sécurité. Et c'est pourquoi nous sommes heureux ce jour, car ce commissariat va rassurer les investisseurs qui viennent dans notre commune. Composé de 2 bâtiments contigus, bâtis sur 3 942 mètres carrés, ce nouveau commissariat abrite au total 32 bureaux, une salle d'attente, des violons, des magasins et une place d'armes, entre autres. C'est le fruit de la volonté du chef de l'État de renforcer la sécurité et la quiétude sociale selon le directeur général de la police nationale, Youssouf Kouyaté. Chers parents, la police nationale est à votre entière disposition. Je vous exhorte à lui apporter votre soutien en lui donnant des informations crédibles. Cela permettra de prévenir et de réprimer efficacement tous les agissements susceptibles d'affecter votre quiétude. Ce deuxième arrondissement aura pour mission de relever les défis posés par les questions de sécurité dans cette ville du Nord en raison de sa position stratégique selon le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général Wagondo Diomandé. Korogo est un poste stratégique qui se trouve à un carrefour important. Quand on veut aller au Mali, on passe à Korogo. Quand on veut aller au Burkina, on passe par Korogo. Et quand on veut venir à Korogo, on passe par Korogo. Pour dire toute l'importance qu'est cette ville et qui a besoin de sécurité d'être sécurisée en permanence. Nous nous y engageons et nous ferons en sorte que cette ville soit toujours agréable à vivre. Le nouveau commissariat de Korogo est situé au quartier Cocody. Il sera dirigé par Nabi Youssouf Sissé, qui reçoit ici les clés de son véhicule de service. Une question dans votre journal, comment protéger les e-consommateurs et assurer la sécurisation des transactions financières? La question figure au cœur des réflexions entamées dans la commune du Plateau par le ministère du Commerce et de l'Industrie. À petite précision, dès que vous avez recours au service de transfert d'argent via mobile money, vous êtes un e-consommateur, vous devenez donc utilisateur du commerce électronique et ces réflexions ont pour but de veiller à votre protection. Les explications de Juliette Weir. Des réflexions et travaux pour booster le commerce électronique en Côte d'Ivoire. Il s'agit d'examiner le projet de texte portant sur la réglementation du secteur. Des textes datant par ailleurs de plus de 10 ans. Les participants, notamment les vendeurs en ligne, espèrent améliorer leur présence sur Internet et accroître leur chiffre d'affaires. L'État nous consulte, nous discutons activement pour trouver la meilleure structure qui soit, on va dire, intéressante et pour l'État ivoirien, et pour les Ivoiriens eux-mêmes, et aussi pour l'entreprise. Nous apportons des contributions, nous faisons des propositions dont plusieurs sont prises en compte et nous pensons qu'au sortir de cela, ce qui sortira pourra réellement contribuer à créer un cadre d'exercice dans de meilleures conditions pour les acteurs du secteur de la livraison en Côte d'Ivoire. Le gouvernement s'engage résolument à faire du commerce électronique un moteur de création de richesses pour l'économie. Notamment la loi sur les transactions électroniques, la loi sur la cybercriminalité, la loi sur la protection des données à caractère personnel, mais on n'a pas de texte spécifique au commerce électronique. Donc c'est tout le sens des travaux de ce jour, examiner les nouvelles dispositions en matière de régulation du commerce électronique. Côte d'Ivoire, on a pratiquement plus de 40% des acteurs qui qui utilisent cette activité. Maintenant, on a des déperditions qui font qu'on a du mal, si on veut évaluer le chiffre exact par rapport au PIB, on peut s'en tenir exclusivement aux données qui sont communiquées par nos opérateurs télécoms. C'est-à-dire en termes d'utilisation du numérique, en termes de poids des usagers, avec 500 000 personnes qui utilisent ce commerce. En Côte d'Ivoire, le commerce électronique a pris son envol en 2013. Ce secteur compte plus de 100 sites marchands.
Reportage signé Juliette Toya. Les entreprises publiques et privées sont invitées à s'approprier l'audit interne dans leur mode de fonctionnement. Cet outil qui, rappelons-le, propose des recommandations pour l'optimisation du processus interne du service. Le sujet figurait au cœur d'un colloque national organisé dans la commune du Plateau par l'Institut des auditeurs internes de Côte d'Ivoire. Le reportage de Jean-Michel Quadio, commenté pour vous par Léon Brou. Créer et préserver les valeurs des organisations publiques et privées à travers l'audit interne, tout l'intérêt du colloque national de l'Institut de l'audit interne Côte d'Ivoire. Il s'agit pour ces entreprises de s'approprier cet instrument d'identification des risques, qu'ils soient financiers, opérationnels ou stratégiques. L'audit interne se positionne comme la solution pour prévenir d'éventuels dommages selon les experts, mais pas que. Cet outil propose des recommandations pour l'optimisation du processus interne. L'audit interne est important pour les organisations d'une manière générale parce qu'elle permet justement de créer de la valeur, d'anticiper sur un certain nombre de problèmes, sur les risques auxquels toute organisation est confrontée et de trouver les moyens de mitiger ces risques-là. Faire en sorte que dans toute l'administration, il y ait des structures d'audit pour que le fonctionnement de nos administrations soit la plus efficiente possible. L'objectif de cette union, c'est dans un premier temps de fédérer les associations nationales de l'audit interne et en plus d'aider à la promotion de ce métier au sein de notre union et surtout d'accompagner les administrations publiques. Ce rendez-vous invite au renforcement de la résilience des services et à la protection des intérêts des organisations. Mission de l'Institut de l'audit interne, s'assurer entre autres du respect des objectifs déterminés par le management des entreprises. On parle de santé à présent dans l'optique de faciliter l'accès des populations aux soins médicaux. Un centre de santé mixte a été inauguré dans le quartier d'Yopougon, quartier millionnaire. Extension, c'était en présence du maire de la commune, Adama Bictogo, et du représentant de l'ambassadrice de Suisse en Côte d'Ivoire et de celui du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Yves Niazalé, Franck Quadio. Nous sommes dans la zone de Yopougon, précisément au quartier millionnaire Extension. Les populations vivent un rêve éveillé. Le nouveau centre de santé inauguré. Cette infrastructure est le résultat d'un partenariat entre la mairie de Yopougon et les autorités du canton de Bâle en Suisse. Coût du projet 405 millions de francs CFA, dont 270 millions financés par la mairie et 135 par les partenaires suisses. Prendre la parole au nom des populations du quartier millionnaire pour exprimer et manifester notre immense joie et infinie gratitude à vous et à vos partenaires. Ce centre de santé construit sur une superficie de 2000 mètres carrés dispose de 16 chambres avec en son sein plusieurs services. Pour le représentant du ministère de la Santé, ce projet est un moyen de sensibilisation contre la drépanocytose. Mais aussi constitue un soutien aux femmes et aux enfants qui souffrent de cette maladie. Elle témoigne de votre engagement à vous investir pleinement dans l'amélioration de la santé de vos administrés. La construction de ce centre est un objectif atteint. Le maire Adama Bictogo souhaite ainsi améliorer l'accès aux soins pour tous à Yopougon. Ce centre de santé qui s'inscrit dans le vaste programme de la politique de la santé pour tous, conformément à la vision du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, vient donc intégrer ce programme qui est mis en œuvre par le ministre Demba Ngopierre. Ce centre de santé qui s'adresse à des personnes, aux populations touchées par la drépanocytose. Comme vous le savez, c'est une maladie qui représente presque 12% de notre population en Côte d'Ivoire. Dès son ouverture, le centre de santé mixte de Yopougon millionnaire Extension abritera un premier grand projet de recherche sur la drépanocytose mené par le Centre suisse de recherche scientifique CSRS. Donner son sens et sauver une vie. S'inscrivant dans la vision de cette intention, l'association Al-Gadir, une association composée de musulmans ivoiro-libanais, a organisé une collecte de sang. Plus de 700 poches de sang ont été obtenues auprès de ses membres. L'opération de don de sang a eu lieu au complexe culturel de la Grande Mosquée de Marcory. Le reportage d'Olivier Kra, commenté pour vous par Godefroy Okambawa. Ashura, ou encore se rendre aux fêtes de l'universalité du message divin, de la Torah
au Saint-Coran, en passant par l'Évangile. Ici, les fidèles musulmans de cette communauté commémorent l'instant en faisant un don de sang pour sauver des vies. Le besoin de sang est constant et vital. Chaque goutte de sang que nous donnons peut faire la différence entre la vie et la mort. Ce geste porte en lui une immense humanité. Et c'est dans cette optique que notre communauté perpétue annuellement cette journée, un moment de solidarité, de fraternité, d'humanité et de générosité. En donnant son sang, j'ai vu des milliers, des centaines ou peut-être au moins un millier de personnes qui sont en train de donner leur sang. Je pense que c'est un acte citoyen qui est en train d'être posé. Le geste de l'association Al-Ghadi vient répondre aux besoins en produits sanguins. Les besoins en sang en Côte d'Ivoire sont importants. Aujourd'hui, nous avons besoin d'environ 30 000 poches de sang par an. Et les actions que Al-Ghadi mène avec le centre de transfusion sanguine sont des actions pour atteindre cet objectif-là. C'est pour cela que chaque fois, depuis 26 ans, que Al-Ghadi organise ses opérations de don de sang, le centre de transfusion sanguine est toujours prêt à être présent pour participer à cette cérémonie. L'association Al-Ghadi est créée en 1997. Elle œuvre dans plusieurs domaines, notamment la santé, la culture et le sport. La principale mission d'Al-Ghadi est de servir et de venir en aide aux familles les plus démunies. Et nous prenons à présent la direction de Daoukro. L'excellence a été célébrée. Les meilleurs bacheliers de l'année scolaire 2023-2024 de la direction régionale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation de l'IFU ont été honorés lors de la 8e édition des bacheliers d'or au centre culturel de Daoukro. Ce concept initié par le député de Daoukro Ngatakro, Olivier Akoto, récompense le meilleur bachelier de chaque série des établissements secondaires, publics et privés de la région de l'IFU. Reportage signé Sila Boubacar, commenté par Charles Tato. Centre culturel Aldo Kouadio Jean de Daoukro. 20 nouveaux bacheliers ayant obtenu la mention très bien viennent d'être distingués. Cette cérémonie est la 8e édition des bacheliers d'or de l'IFU. Le super bachelier d'or 2024 de la 8e édition a obtenu 333 points sur un total de 400. Je tiens à remercier ma maman adorée et l'entièreté de ma famille. Et également tous mes professeurs particuliers, ils m'ont vraiment soutenu parce que sans eux, je ne pense pas que je serais là aujourd'hui. Selon l'initiateur de cette journée, Akoto Kwasi Olivier, député de Daoukro Ngatakro, ces distinctions visent à susciter une saine émulation au sein des apprenants et à encourager le travail bien fait. En plus des dons d'équipe scolaire, nous pensons comme ça qu'il faut le suivi pendant toute l'année scolaire. Et après ce suivi, les meilleurs élèves, il faut les magnifier, les célébrer pour donner une saine émulation, pour amener les enfants à comprendre que ceux qui travaillent seront récompensés. Fidèle aux actions de promotion de l'excellence en milieu scolaire, le parrain de la cérémonie, Nguessan Kofi José, enseignant-chercheur à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, encourage les nouveaux étudiants à maintenir le cap. La formation contribue à la création de la richesse. Nous serons là pour vous accompagner dans votre quête d'orientation universitaire. Chaque lauréat est reparti avec un ordinateur portable, des encyclopédies, des dictionnaires et plusieurs autres lots. Un salon de l'orientation a meublé la présente édition. Un espace qui permet aux bacheliers, non-bacheliers et parents d'élèves de s'informer sur les principales filières et les poursuites d'études dans l'enseignement supérieur. Et bravo à tous les élèves de la région de l'IFU qui ont été célébrés à l'occasion. Le directeur général adjoint du Conseil du Café Cacao a procédé à l'inauguration de 2 pompes hydrauliques équipées de panneaux solaires à Beaufoimbo et Krakoukro, ainsi qu'à la mise sous tension électrique de Ben-des-Synchro, 3 villages du département de Précro. Des réalisations qui s'inscrivent dans le cadre du volet hydraulique du Fonds d'investissement en milieu rural du Conseil du Café Cacao. Reportage Boubacar Silla et Kader Sokotoko. C'est la joie chez les populations de Beaufoimbo et Krakoukro, 2 villages du département de Précro qui bénéficient chacun d'un forage hydraulique équipé de panneaux solaires. Avec un débit de 11 mètres cubes, l'heure. Fin de corvée pour les femmes des 2 localités qui parcouraient plusieurs kilomètres pour s'approvisionner en eau, source de vie. 4 h du matin, si tu as eu l'eau, c'est 10 h, puis 11 h comme ça. Tu viens et puis tu vas au champ.
On souffre même. Mais ce qu'on a eu ici, là, donc on est content. Je suis le chef de village le plus heureux aujourd'hui. Face au problème d'eau potable, nous les hommes de ce village, nous étions bras cassés car ne sachant pas quoi faire. Autre moment de joie, Bendé Sankoro. Ce village célèbre sa connexion au réseau électrique national, faisant ainsi de Prikoro un département dont le taux d'électrification atteint les 98%. Ces infrastructures sont offertes par le Conseil Café Cacao, un don dans le cadre du programme hydraulique du Fonds d'investissement en milieu rural du dit Conseil. Son directeur général adjoint invite les populations à prendre soin des réalisations mises à leur disposition. La mission nous assignée par le président de la République, c'est de faire en sorte que les producteurs en milieu rural aient des conditions de vie améliorées. Les élus et cadres du département de Prikoro encouragent ces actions de développement qui s'inscrivent dans le programme Côte d'Ivoire solidaire. Sur 88 villages du département de Prikoro, il n'y avait que 31 qui étaient électrifiés. Aujourd'hui, la quasi-totalité des villages de notre département sont électrifiés sous l'ère Alassane Ouattara. Le Conseil Café Cacao entend pérenniser ses activités de développement dans plusieurs localités. Depuis 2012, 1204 forages, 1575 pompes à motricité humaine, 150 stations solaires ont été réalisées. 500 pompes réparées par le Conseil du Café Cacao pour améliorer les conditions de vie et de travail des communautés productrices de café cacao. On parle à présent de ce dialogue intercommunautaire initié par le sous-préfet de Bouaflé entre agriculteurs, éleveurs et toutes les couches sociales de ce département pour tenter de désamorcer la crise que tente d'ébranler la paix sociale dans la région de la Maraoué. Observation faite, les conflits entre agriculteurs et éleveurs sont de plus en plus récurrents. Objectif de ce dialogue intercommunautaire, préserver le tissu social. Le compte-rendu d'Ève Boué. Depuis quelque temps à Aka Nguessankro, localité de la sous-préfecture de Pakwabo, département de Bouaflé, les rapports entre agriculteurs et éleveurs ne sont plus au beau fixe. Les villageois accusent les bouviers d'être à la base des destructions de leur culture. Nous, en tant qu'autorité du village, on essayait de résoudre ces problèmes-là à l'amiable. Et quand on appelait ces éleveurs, ils ne venaient pas. Et c'est ainsi que la population s'est levée, aller chasser les bouviers. Ces conflits sont de plus en plus récurrents dans le reste de la sous-préfecture. Depuis l'année passée, j'ai fait 3 carrés de maïs, 2 carrés d'igname. Les bœufs ont tout gâté. Chaque année, je suis dedans. Même cette année, ce qu'ils ont bouffé là même, on ne sait pas qui. Les éleveurs là, quand les animaux vont gâter les plantations des gens, quand vous les appelez, ils disent « Oh, excusez-moi, j'ai telle chose à faire. Je viendrai tel jour, mais vous allez attendre jusqu'à ce qu'ils ne viennent pas. » Pour mettre fin à ce climat délétère et préserver la cohésion sociale, le sous-préfet de la localité a initié un dialogue intercommunautaire au siège du chef-lieu de la circonscription. Ce dialogue intercommunautaire inclusif est apprécié à juste titre. Il faut qu'on sensibilise les gens pour qu'il y aura la paix. On invite toutes nos autorités à sanctuer ces genres de rencontres parce que c'est plus en se rencontrant qu'on va trouver ensemble des solutions. L'autorité préfectorale en appelle à la conscience de toutes les populations pour le maintien de la cohésion sociale. D'autres rencontres suivront. L'objectif, c'est d'instaurer une plateforme d'échange entre agriculteurs et éleveurs. Et à thème, identifier un projet conjoint de développement pouvant renforcer la cohésion sociale. Au cours de ces assises, des cartes d'éleveurs ont été remises aux éleveurs de Pakwabo ayant été préalablement recensés conformément aux dispositions légales. Action de conciliation initiée à Pakwabo. Et sachez que le renouveau charismatique catholique compte 50 ans de présence en Côte d'Ivoire pour marquer d'une pierre blanche cet anniversaire. Un concert a été organisé hier samedi, lieu choisi pour accueillir cette célébration, le sanctuaire marial. Plusieurs invités sont venus des 4 coins du pays, mais aussi de pays voisins. Reportage. 10 000 personnes sont attendues au sanctuaire marial pour célébrer le jubilé d'or du renouveau charismatique national. Présent dans le pays depuis 1974, ce courant spirituel promeut l'unité par la prière et les louanges. Le renouveau charismatique catholique est porté par la louange.
Et la louange ne peut s'exprimer qu'au cœur d'un concert. On vient dire merci pour 50 ans, et 50 ans, c'est pas rien. Le concert a pour objectif de réunir les différents groupes de prière, communautés et apostolats issus du renouveau charismatique présent sur le territoire. Une vingtaine d'artistes musiciens y sont conviés. Dieu nous a bénis. La réponse qu'on lui apporte, c'est quoi? C'est notre louange, par l'action de grâce. Voilà le sens qu'on peut donner vraiment à ce grand temps de conseil. Cette célébration du cinquantenaire du renouveau charismatique met en application les recommandations du pape François sur le renforcement des liens entre les différentes communautés du courant. Voilà, vous suiviez à l'instant le reportage concernant la conférence de presse qui annonçait donc la tenue de l'événement. Nous y reviendrons certainement dans nos prochaines éditions. Dans l'actualité internationale aux États-Unis, de retour en campagne dans le Michigan, Donald Trump promet un raz-de-marée républicain lors donc du dernier meeting qu'il a animé. Les candidats à la présidence, Donald Trump et à la vice-présidence, J.D. Vance, étaient donc hier samedi sur scène ensemble dans le Michigan. Le duo républicain veut reconquérir en novembre prochain cet État-clé remporté de par Joe Biden en 2020. À place à présent au Dimanche Magazine. Depuis le 13 juillet dernier, la direction de l'orientation des bourses du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation a lancé l'opération d'orientation et d'affectation des élèves en classe de 6e et de 3e. Notre invité du jour, pour en parler, le directeur par intérim de l'orientation des bourses au ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, M. Koniyé Nataban. Merci encore de nous avoir rejoints sur ce plateau. Bienvenue donc et merci d'être avec nous une semaine après son lancement. Comment se déroule cette opération sur le terrain? Bien, merci, monsieur Guivet. Il faut noter que l'opération d'affectation et d'orientation en ligne se déroule très bien. C'est vrai qu'une telle opération, surtout une telle innovation, peut avoir quelques points de blocage dans la mise en œuvre de l'opération, mais dans l'ensemble, je voudrais dire que l'opération se déroule très bien. Merci à vous pour ce premier point et sur l'ensemble justement du déroulement de ce processus. Je vous invite à suivre ce reportage réalisé par notre reporter Sifora Zegui qui nous fait cas justement de quelques blocages observés. On suit ce reportage. Cela fait 9 jours aujourd'hui que l'opération d'orientation et d'affectation des élèves en classe de 6e et seconde a démarré en Côte d'Ivoire. Elle consiste pour le parent à affecter lui-même son enfant à l'aide d'un téléphone portable en envoyant d'aube au 99 91. Coût de l'opération, 200 francs CFA pour 5 minutes. La première journée était réservée aux élèves de 6e ayant obtenu 153 points et plus, la deuxième de 136 à 170 et à partir du troisième jour de 85 à 170 points. Depuis le démarrage du processus, plusieurs parents d'élèves rencontrent d'énormes difficultés, notamment le manque de place dans les établissements souhaités ou encore l'indisponibilité de place dans les établissements des communes d'habitation. D'autres parents ont également signalé un bug au niveau de la connectivité. Si l'opération se déroule bien dans l'ensemble, les parents s'interrogent sur le fait de réserver des jours pour une catégorie d'élèves. L'opération d'affectation et d'orientation des élèves admis en classe de seconde, quant à elle, débute ce dimanche 21 juillet sous le coup de 23h59. Alors, monsieur le directeur, notre reporter confirme que l'opération se déroule bien dans l'ensemble. Cependant, il y a quelques petits problèmes à relever. La première difficulté semble technique, un bug au niveau de la connectivité réseau dès l'ouverture de l'opération. De quoi se met donc le doute sur la capacité des opérateurs et biens économiques à mener l'opération, n'est-ce pas? Je voudrais dire qu'à ce niveau, c'est juste au démarrage de l'opération qu'effectivement, il y a eu quelques problèmes de réseau avec certains opérateurs, mais pas eux tous. Et quand nous disons au démarrage, vous voyez dans le reportage tout à l'heure, le commentateur a bien dit que l'opération se déroule en 3 tranches. Nous avons une première tranche qui s'est déroulée le premier jour. Nous avions 5000 élèves à affecter. Une deuxième tranche le deuxième jour avec 50 000 enfants et la troisième tranche était pour le troisième jour avec 450 000 élèves à affecter. Et c'est au troisième jour qu'effectivement, nous avons constaté quelques difficultés au démarrage parce que quand vous regardez la population
qui devrait procéder à cette opération à partir de 23h59. Tous les parents, tout naturellement, veulent voir leur enfant dans l'établissement souhaité. Surtout qu'aujourd'hui, pour cette opération, le parent d'élève est mis au cœur du processus. Au cœur du processus. Au cœur du processus. C'est le parent lui-même qui fait l'affectation de son élève. Et donc, 450 000 personnes vouloir faire une opération en même temps, toutes les infrastructures mises à disposition par ces opérateurs sont forcément mises à contribution. Et les premières minutes, il y a effectivement eu quelques soucis, mais qui ont très vite été réglés les 5-10 minutes qui ont suivi. Et la preuve en est qu'aujourd'hui, sur les 508 000 élèves, 506 388 élèves qui devraient être affectés, nous avons déjà affecté plus de 400 000. Alors, deuxième difficulté identifiée, le manque de place dans les établissements souhaités, l'indisponibilité de place dans les établissements des communes où résident certains parents. Que répondez-vous à ces inquiétudes manifestées par les parents? Oui, à cette question, monsieur Herman, cette année, l'innovation a été de faire un rattachement des écoles primaires aux établissements secondaires dans les différentes localités. Et donc, c'est sur la base, justement, du taux d'admission dans ces communes, dans ces inspections d'enseignement primaire, que l'ouverture des capacités dans les établissements publics ou privés a été faite par le ministère de l'Éducation nationale. Et donc, à ce niveau, l'ouverture des capacités, surtout au niveau du privé, se font de façon progressive. La preuve en est que, pas plus tard qu'hier, quand nous avons fait le bilan de l'opération à mi-parcours, nous avons compris qu'il y avait encore une population dans certaines communes qui n'avaient pas opéré un choix dans un établissement. Et donc, avec la direction de l'encadrement et des établissements privés, un bilan a été fait et de nouvelles capacités ont été ouvertes pour permettre justement à ces parents de pouvoir procéder à l'affectation de leurs enfants. Et surtout, je voudrais insister sur cette responsabilité, sur la responsabilité des parents dans l'affectation de leurs enfants. Alors dites-nous, pourquoi choisir des jours, pourquoi identifier des jours pour une catégorie d'élèves bien choisis? Pourquoi ne pas ouvrir le processus d'inscription? Vous voyez, depuis 2011, le ministère de l'Éducation nationale et le ministère en charge de l'éducation nationale a entrepris plusieurs réformes. Est-ce qu'on ne pourrait pas parler de discrimination sélective? Pas de discrimination. Le clou de ces réformes a été l'organisation des États généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation en 2021 et qui a mis justement au cœur de ce processus toute la population ivoirienne. Et, M. Herman, je voudrais vous faire noter que c'est l'aspiration des parents d'élèves, de la communauté éducative, qui a voulu à un moment donné, surtout lors de ces concertations nationales, de se réconcilier, sinon de réconcilier le système, l'ensemble du système avec la culture de l'excellence. Et donc parler de la culture de l'excellence, pour nous, il serait vraiment important de permettre aux plus méritants, aux enfants qui ont produit des résultats très intéressants, très importants pendant le cursus scolaire, de choisir l'établissement dans lequel ils souhaitent continuer leur parcours scolaire. Et aussi, l'un des facteurs qui a milité pour cette catégorisation de population à affecter, c'est justement la fluidité. Vous voyez, je l'ai dit au début, la difficulté que nous avons eue pendant le 3e jour avec les 450 000, vous imaginez les 506 388 qui sont lancés en même temps, c'est sûr que... Et vous nous avez dit que le problème était en train d'être résolu, n'est-ce pas? Donc vous rassurez les parents d'élèves? Nous rassurons les parents aujourd'hui, justement, c'est parce que le problème est réglé que nous sommes à plus de 400 000 élèves qui sont affectés. Nous rassurons les parents aujourd'hui que le problème d'engorgement des réseaux
réglé de façon définitive jusqu'à la fin du processus. Et là, nous travaillons avec les opérateurs pratiquement chaque jour. Nous faisons le point, nous faisons le bilan pour voir quels sont les ajustements à apporter pour permettre aux populations de mener à bien l'opération. Alors dites-nous, passé le délai imparti, est-ce qu'il sera toujours possible pour les retardataires de pouvoir effectuer leur orientation? Monsieur Herman, vous me donnez l'occasion d'inviter les parents à véritablement s'investir dans cette opération et à faire l'affectation de leurs enfants eux-mêmes. Oui, mais on a tout de suite noté qu'il y avait énormément de problèmes. Est-ce que, passé le délai, est-ce qu'ils pourront justement continuer d'orienter leurs enfants? Justement, passé le délai, on n'aura plus cette possibilité de faire l'affectation à travers le processus qui est mis en place actuellement. Quelle est l'option? Parce que là, l'option qui reste, c'est que juste après l'opération d'affectation en ligne, il y a ce qu'on appelle les assises de la Commission nationale d'orientation qui va siéger. Et cette commission va gérer ces cas d'élèves qui n'ont pas procédé à l'affectation. Pourquoi j'insiste sur le fait que ce soit le parent qui fasse l'affectation? Parce qu'en ce moment bien précis, la commission regardera quels sont les établissements qui ont encore de la capacité et proposer à ces élèves ces différents établissements. Donc vous voyez que du coup, ça ne sera plus le choix du parent, mais ça sera le choix de la Commission nationale pour que tous les enfants, parce que ça aussi c'est l'une des missions du ministère et de l'État, de pouvoir orienter et affecter tous les enfants qui remplissent les conditions. Mais cela pourrait être la porte ouverte à d'autres inconvénients. Un enfant dont les parents habitent par exemple à Gerville pourrait être orienté au dîner. Est-ce que ça ne pourrait pas arriver? Justement, cela ne pourrait pas arriver parce que ça c'est l'une des innovations que nous avons mis en place cette année, en faisant en sorte que les établissements primaires d'une localité soient rattachés aux écoles, sinon aux établissements secondaires publics comme privés. Et donc, dans le processus d'opération d'affectation de ces élèves qui n'auraient pas fait leur affectation, justement, nous tiendrons compte de cette cartographie qui est faite au niveau de la direction de l'orientation et des bourses, et le système digitalisé aujourd'hui fera cette affectation dans les différents établissements. Et ça, c'est pour moi le lieu de remercier nos partenaires qui nous soutiennent. D'une opération manuelle, nous arrivons à une opération entièrement digitalisée, et ça, c'est quelque chose à saluer. Alors, une autre difficulté recensée, il est question de l'orientation dite abusive, de ces personnes qui se font passer pour des parents d'élèves et qui orientent les enfants dans les écoles sans que leurs parents ne soient informés. Oui. Quelles sont les dispositions que vous avez justement eu à prendre pour éviter que ce genre de situation n'ait à prospérer? Et je dirais que pour cette opération, sinon pour l'opération de cette année, l'insuffisance majeure que nous, au niveau du ministère de l'Éducation nationale, que nous pouvons noter, c'est surtout cette situation d'affectation abusive, où certaines personnes s'arrogent le droit des parents et affectent des enfants sans le consentement des parents et au profit de certains établissements privés. Et quelles sont les dispositions que vous avez eu à prendre? Les dispositions prises aujourd'hui, nous avons été instruits par Madame le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, professeur Mariatou Koné, de faire en sorte que, surtout lorsqu'il s'agit d'un établissement, que purement et simplement les élèves dans cette situation soient retirés à cet établissement, et d'autres mesures sont à l'étude. Très rapidement, elles seront communiquées de sorte qu'on puisse épouser l'excellence et on puisse rompre avec la tricherie et la fraude. Alors, monsieur le directeur, il y a tellement de choses à dire sur le sujet. À compter de ce soir, 23h59, sur l'orientation seconde, c'est bien cela. Même procédé, même mécanisme, doit-on s'attendre aux mêmes inquiétudes? Même procédé, même mécanisme, mais pas mêmes inquiétudes. D'accord, merci de nous rassurer. Allez-y, une dernière phrase. Pas mêmes inquiétudes, justement parce que la population qui doit être affectée est de 137 508. Et donc, vous voyez que la population étant moindre,
nous n'avons pas d'inquiétude à ce niveau. Merci, monsieur le directeur, de votre participation à ce journal, à ce Dimanche Magazine, voilà qui marque la fin de ce journal. Madame, monsieur, dans le cadre du Dimanche Magazine, rappelons-le, nous avons reçu ce 13h, monsieur Corneille Natamon, directeur par intérim de l'orientation et des bourses au ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, avec qui nous avons parlé de l'opération d'affectation et d'orientation des élèves en classe de 6e, de seconde, qui commence à être ce soir. Pour les classes de seconde, oui, nous l'avons dit, ASC, l'opération débute ce soir à 23h59. Merci de nous avoir suivis. Dieu garde la Côte d'Ivoire.